avec lesquels que je fréquentais également beaucoup, et également ce qu'on a appelé, c'est le point aussi de contextualisation, le freudo-marxisme. C'est-à-dire ce freudo-marxisme qui se rencontre dans l'école de Francfort, qui se rencontre chez des gens qui n'appartiennent pas exactement à l'école de Francfort, comme Ernst Bloch par exemple, ou d'autres qui sont plus ou moins périphériques, et en France en particulier, était quelque chose qui mettait en relation des philosophies et des problèmes, des logiques qu'il fallait faire tenir ensemble sans qu'elles soient exactement compatibles, ni même que l'on puisse assurer exactement les points de jonction. Freud, Marx, donc par quoi se joignent-ils, de quelle façon les faire se rencontrer, des gens comme Marcuse, Horkheimer, comme on sait, bon, on tentait de le faire. Il y a d'autres points de vue que l'on peut adopter. Lucien Goldman, par exemple, que j'ai cité, en est un aussi. Je veux dire que ces livres auxquels qui étaient l'objet de ma thèse, sur la communication humaine, se proposaient un peu d'apporter sinon des solutions, tout au moins des perspectives un petit peu différentes. Je pense d'ailleurs même que de grands livres qui sont en rupture avec cela en apparence s'y relient d'une certaine façon, même s'ils sont, c'est un peu paradoxal ce que je dis, indépendants, comme Différence et répétition de Deleuze, qu'on peut lire aussi comme une sorte de réponse à ces problèmes du freudo-marxisme, et soit un déplacement de la question, soit une manière de les traiter autrement. Or, je crois que la façon dont j'ai traité la philosophie à cette époque-là était un petit peu de cet ordre, en me restreignant à un certain moment. Je dois dire peut-être que c'est une porte de sortie, une issue, ou tout au moins une dérivation par, je dirais alors plus modestement, peut-être par solution de facilité, en me reportant sur quelqu'un qu'on laissait en marge et qui me semblait occuper un peu cette place, de traiter ensemble des problèmes, disons en gros, de la subjectivité, de l'objectivité, de l'histoire et de la psychologie, comme Fourier, des problèmes qui étaient laissés indépendants les uns des autres, et qui tout à coup se trouvaient regroupés dans une philosophie qui n'avait pas du tout la prétention conciliatrice d'un système comme celui de Hegel, mais que, par exemple, peut-être à titre de paradoxe, Engels, par exemple, avait pu comparer comme grandeur à celui de Hegel. Au fond, c'était les problèmes posés se trouvaient un petit peu les mêmes. Et là, je dirais que l'important, c'est peut-être le problème, et savoir comment situer le problème plutôt que de donner la solution. Or là, le problème que j'avais cherché à poser dans philosophie de la communication ou structure et fondement de la communication, je le trouvais déplacé sans doute, porté sur d'autres terrains, mais exposé d'une façon qui, pour moi, voulant abandonner un peu les méandres de la philosophie, était plus commode à traiter, plus intéressant à traiter avec Fourier. C'est un peu la façon dont on pourrait expliquer ce déplacement, ce saut en quelque sorte qu'il y a eu de Husserl à Fourier, mais qui n'a pas été d'ailleurs un abandon, puisque je te dis dans un livre beaucoup plus récent, comme Zeus hospitalier, il se trouve que j'ai fait un appel à Husserl et exposé quelque chose que je crois profondément, d'ailleurs la signification de cette fameuse constitution transcendantale de l'autre en moi, qui a toujours fait l'objet chez Husserl d'une sorte d'incompréhension de la part de ses interprètes
Alors là, c'était un problème formel qui m'avait émoustillé l'esprit et que j'avais tenu à étudier et à exposer. Enfin, dernier point, que tu fais appel à Valérie Larbaud, tu as raison, je regrette de n'avoir pas ce que je vais faire, lu le livre dont tu parles, mais j'y fais une allusion dans Enfantine, puisque je recueille, je prends dans ce livre le titre que Valérie Larbaud a donné à un de ses romans, ou c'est pas un roman, c'est un ensemble d'études, et où il fait appel, d'ailleurs, je crois aussi, à une situation qui est la même que celle des sœurs Marquez dont tu parles. Donc, je me suis trouvé en relation un petit peu par une autre voie, par une autre porte d'entrée, mais en relation avec Valérie Larbaud, que j'ai retrouvé ensuite, mais plus récemment, l'année dernière, par exemple, dans mon séminaire, lorsqu'il s'agissait de parler de Joyce, puisque Valérie Larbaud a été un traducteur et un ami de Joyce en France dans les années 1920. Je termine en te remerciant, donc, très chaleureusement, j'étais très, très sensible à ce que tu as dit. Nous avions été d'ailleurs à même de nous rencontrer d'autre part lorsque tu avais passé une autre thèse, d'ailleurs avec Dominique Lecourt, mais sur des questions qui étaient un petit peu différentes, qui concernaient, je crois, ta spécialité à ce moment-là était l'épistémologie des sciences. C'était quelque chose de différent, je crois. C'était plutôt l'histoire de la médecine, la bioéthique, les questions de ce type. Merci infiniment, Jean-Paul. Alors, je donne la parole à Stéphane, si tu as questionné d'autres personnes. La question de la philosophie de l'histoire ou du sens de l'histoire. Oui. Si cette conjoncture au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, caractérisée par une omniprésence de Hegel, soit dans les études hegeliennes avec Hippolyte, Kojève, etc., soit avec l'existentialisme qui, d'une certaine manière, partage aussi ce terrain d'hegelianisme. Si cette idée d'en sortir, d'aller voir ailleurs, était quelque chose dont tu avais conscience. Par exemple, quelqu'un comme Foucault dit, dans les années 50, c'était ce qu'il y avait de meilleur dans l'université française, ou à côté, avec Merleau-Ponty, etc. Pour en sortir, moi, Foucault, je suis passé par Blanchot, par Bataille, finalement j'ai trouvé Nietzsche comme ça. Est-ce que toi, tu aurais cette idée-là, parce que j'ai le souvenir justement que tu as traversé dans ces années-là des références et tu es allé par exemple en stage chez Maublanc, au lycée Henri IV, tu côtoyais des gens qui étaient hegeliano-marxistes et qui déjà s'intéressaient, et tu t'intéressais à travers leur lecture à quelqu'un comme Fourier, quoi. Mais est-ce que tu as l'idée qu'il fallait d'une manière ou d'une autre sortir de cette référence qui était prégnante sur toute votre génération? Donc tu as fort bien exposé les choses, oui, c'est exact ce que tu dis, il y avait des préoccupations qui appartenaient à cette époque, par rapport aux gens qui sont ici, aux étudiants ou même aux professeurs, je pourrais dire que je n'ai pas exactement les mêmes contemporains, je ne suis pas contemporain exactement de la même chose qu'eux. Quels étaient nos contemporains à ce moment-là? Bon, c'était Sartre, également, que je n'ai pas cité, mais c'était le conflit ou la rencontre entre Sartre, l'existentialisme et le marxisme. C'était la rencontre également entre la phénoménologie et le marxisme, où
ou le freudisme. Donc c'était un certain nombre de choses qui posaient des problèmes, mettant en question la philosophie, qui connaît la philosophie en tant que, si l'on veut, philosophie pure, ou comme la revue qui avait été éditée par Thierry Briot, ici même à Paris 8, s'était appelé Philosophie, ou dans le collège également de philosophie, je crois qu'on a trouvé ces formules, philosophie, qui ne serait pas, je crois, compréhensible si l'on ne pensait qu'il y a une sorte de spécificité de la philosophie qui traite de la philosophie, parce que la philosophie avait tendance, d'ailleurs on le voit tout de suite chez Bataille à cette époque et avant-guerre, à se retourner vers quelque chose d'autre, en particulier la sociologie. Le collège que Bataille avait fait avec Caillois et d'autres s'appelait justement Collège de sociologie, et le Collège de sociologie reprenait en compte les questions philosophiques. Foucault, c'est un peu la même chose. Il s'est orienté, lui, vers la médecine, plus précisément, vers la psychologie, vers l'histoire. Il a été, on pourrait presque dire, contraint et forcé par une sorte de pression extérieure à se constituer comme philosophe. Parce qu'à un certain moment, le mot philosophie a reparu en surface et tout le monde a voulu s'en emparer. Mais cette période était au contraire celle de... sinon, la disparition, tout au moins celle qui a mentionné de différents côtés, d'ailleurs, soit avec Marx, soit avec Heidegger, d'ailleurs, qui s'était sacré lui-même ou que l'on avait sacré le dernier des philosophes, une philosophie qui s'était constituée comme étant à l'entrée, à l'orée de son éclatement, voire de sa disparition. Je ne le crois pas, moi, personnellement. J'ai toujours une certaine résistance ou répugnance, si l'on veut dire, ou réserve à parler de la disparition de la philosophie, ce qu'était l'attitude de Deleuze, mais j'étais pas non plus sur l'attitude, sur le plan de Deleuze, mais j'étais moins engagé dans l'idée, il y a fin de la philosophie, c'est comment préserver la philosophie, comment conserver la philosophie, bien que on soit à la période sinon de son achèvement, du moins de sa crise, de sa mise en crise, de sa problématisation. C'est pourquoi ensuite, il y a beaucoup de philosophes et des meilleurs qui, alors, ont adopté une position critiquée fortement, elle, par Deleuze, de se replier soit sur la philosophie médiévale, soit sur l'histoire de la philosophie. Le grand succès de la scolastique, deux philosophes tout au moins passés sous silence ou oubliés à l'heure actuelle, vient un petit peu de cela, qu'on retrouve, c'est des philosophes excellents et parmi les meilleurs, comme disait, comme Giorgio Agamben, par exemple. Il y a quelque chose qui a fait que, ne sachant où sauver la philosophie, on est revenu en arrière de façon à redécouvrir et à relire des philosophes. Mais là, c'est une question trop immense pour que je puisse faire autre chose que l'évoquer et laisser peut-être la discussion à d'autres porte-paroles.